Pendant plus de 30 ans, elle fut la seule survivante de la monarchie britannique. Elle s'est hissée du statut de femme la plus détestée du Royaume-Uni à celui de reine consort aux côtés de l'homme qui avait consacré sa vie à légitimer leur amour. Mais l'ironie la plus cruelle de la couronne britannique est que l'institution même qui finit par vous accepter est celle qui vous anéantira pour assurer sa propre survie. Derrière les lourdes portes dorées du palais de Buckingham, une crise constitutionnelle sans précédent vient de se dérouler dans un silence complet. Le public a assisté au couronnement fastueux, au salut synchronisé des balcons et aux portraits soigneusement mis en scène de la famille royale. Mais il n'a rien vu des dossiers scellés des bureaux vidés et de la déclaration de 72 mots qui de fait a effacé une reine. L'homme qui a passé 30 ans à se battre contre le monde entier pour couronner Camilla est le même qui vient de signer l'ordre irrévocable de lui retirer sa couronne. Il n'a pas divorcé de sa femme. Il l'a déchue de son statut de reine. Pour comprendre toute la gravité de cette exécution royale, il faut regarder à l'intérieur de la salle de réunion fermée à clé, où le destin de la monarchie moderne a été brutalement réécrit. La réunion avait été officiellement classée comme séance d'information constitutionnelle. Les téléphones portables furent remis aux agents de sécurité dans le couloir. Des gardes royaux sécurisaient le périmètre. À l'intérieur, le roi Charles était assis en bout d'une table en acajou poli. À sa droite se trouvaient le prince William et Catherine, princesse de Galles. À sa gauche, la princesse Anne et le prince Edward. Devant chaque membre de la famille royale, un unique dossier en cuir scellé. Pourtant, le nom de Camilla était soigneusement placé. Le roi n'entama pas la réunion par les politesses d'usage. Il leva la déclaration les doigts, tremblants sur le parchemin épais, et prononça une décision qui bouleversa l'équilibre des pouvoirs de son règne. Son épouse, la reine consort, cesserait immédiatement d'exercer toutes ses fonctions publiques, ses patronages et les privilèges liés à son titre. Elle ne serait plus la figure féminine la plus importante de la monarchie. Elle serait reléguée à un rôle privé et discret pour le restant de ses jours. Le silence qui régnait dans la pièce était absolu, suffocant, chargé d'un traumatisme intergénérationnel. Le prince William observait son père peiner à articuler. Le futur roi avait vu son père endurer scandales publics, deuil et moqueries médiatiques incessantes, mais cette souffrance était d'une autre nature. Cet homme s'amputait le cœur pour sauver la couronne. Le regard de Catherine se porta sur l'emploi du temps dans son dossier, et elle reconnut instantanément l'effroyable réalité inscrite à l'encre. L'immense charge de fonctions protocolaires retirée à Camilla lui était directement transférée. La princesse Anne ne broncha pas. Ses yeux restèrent rivés sur un document secondaire dissimulé sous la main de son frère. Un document qui prouvait que cette exécution publique brutale n'était pas un acte impulsif, mais une riposte nécessaire. Quelques minutes plus tard, dans ses appartements privés, un haut dignitaire de la cour remit à Camilla la notification scellée. Elle ne cria pas. Elle ne lança rien. Elle serra les accoudoirs de son fauteuil jusqu'à ce que ses jointures blanchissent et posa au courtisan une question unique et cinglante. Le roi avait-il personnellement approuvé chaque mot de ce document? Le courtisan baissa la tête et confirma que oui. Camilla scruta le document cherchant une faille juridique, une suspension temporaire ou un moyen de regagner les faveurs du roi. Il n'y en avait aucune. L'ordre était absolu. Elle se leva, contourna le courtisan et se dirigea droit vers le cabinet de travail du monarque. Elle n'approchait plus le roi d'Angleterre. Elle était une épouse allant confronter son mari. Mais pour comprendre pourquoi un homme profondément et historiquement dévoué à sa femme la dépouillerait soudainement de son empire durement acquis, il faut remonter à une cérémonie à huis clos, au château de Windsor, où un différend protocolaire apparemment mineur a dégénéré en une menace constitutionnelle mortelle. La chute de la reine Camilla n'a pas commencé par une violente dispute. Elle a débuté par une chaise en bois, un nom barré sur un carton de table et une profonde incompréhension de l'autorité royale. Pendant des mois, la paranoïa s'était insidieusement infiltrée dans l'entourage de Camilla. Avec l'âge du roi Charles, l'influence incontestable de la monarchie se déplaçait rapidement vers William et Catherine. Le jeune couple incarnait l'avenir et Camilla, consciente de la fragilité de sa propre position historique, ressentait la terrible impression de devenir invisible.
Pour y remédier, elle entreprit de placer ses fidèles à des postes royaux importants et de renforcer son emprise sur la préséance cérémonielle. La tension atteignit son paroxysme lors d'une réunion préparatoire à la cérémonie d'investiture au château de Windsor. Cette cérémonie hautement formelle et délicate permet au monarque de décider de la place de chacun de l'ordre de parole et de la personne qui incarne l'autorité. Le roi Charles avait donné une instruction écrite et directe, le siège d'honneur principal lors d'un événement d'État majeur. À venir devait être réservé exclusivement à Catherine. Il s'agissait d'une manœuvre calculée pour assurer la continuité de la succession. Avant le début de la réunion, Camilla entra dans la pièce, prit le carton portant le nom de Catherine, le retira et s'assit elle-même sur le fauteuil central. Lorsqu'un aide l'informa poliment de la directive explicite du roi, elle l'ignora complètement. Lorsque Catherine arriva et vit la reine consorte occuper son siège, elle s'arrêta sur le seuil. Elle ne protesta pas, elle ne réclama pas sa place. Elle se tint simplement à l'écart dans un silence absolu et assourdissant obligeant chaque courtisan présent à assister à la rébellion flagrante de Camilla contre l'ordre de la souveraine. Lorsque William entra quelques instants plus tard et comprit la scène, une fureur froide s'empara de lui. Mais le regard discret de Catherine l'avertit de se taire. Une dispute publique fait les choux gras de la presse à scandale. Une insubordination silencieuse est une crise constitutionnelle. Ce simple acte de rébellion fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. La princesse Anne, impitoyable et farouchement loyale à la famille royale, constitua discrètement un dossier. Elle remit à son frère un document contenant la preuve que la maisonnée de Camilla avait modifié, retardé et délibérément réinterprété les instructions du roi visant à limiter l'influence de William et Catherine. L'affaire du fauteuil de Windsor n'était pas un cas isolé. Il s'agissait d'une campagne organisée pour contester l'autorité du roi. Lorsque Charles convoqua son épouse dans son bureau fermé à clé, aucun courtisan n'était présent. Le plan de table modifié de Windsor trônait au centre de son imposant bureau. Les noms barrés portaient le poids indéniable de la trahison. Camilla entra dans la pièce, s'attendant à la chaleur familière et protectrice de l'homme qui l'avait protégée du fantôme de la princesse Diana pendant des décennies. Au lieu de cela, elle fut accueillie par le regard froid et vide d'un monarque. Charles ne cria pas, ce qui rendit l'interrogatoire infiniment plus terrifiant. Il fit glisser le plan de table sur le bois poli et lui demanda si elle avait autorisé la suppression du nom de Catherine. Camilla ne recula pas. Elle admit savoir que le fauteuil était destiné à la princesse de Galles, mais affirma que renoncer à son rang la réduirait à un rôle de reine de nom seulement. Elle s'était battue bien trop longtemps, avait enduré bien trop d'humiliations et versé trop de sang pour que cette famille puisse simplement disparaître. Charles regarda la femme qu'il aimait et lui adressa la décision philosophique qui mit fin à son règne. Le trône, déclara-t-il, n'avait jamais été créé pour prouver leur amour. Il l'aimait, mais en tant que souverain, il ne pouvait permettre que son affection personnelle compromette la succession au trône britannique. Camilla tressaillit. Elle détacha de son revers une broche royale d'une valeur inestimable, symbole tangible de son rang, et la déposa délicatement sur le bureau à côté du document compromettant. Elle lui dit qu'il ne pouvait l'obliger à porter les symboles du pouvoir absolu, tout en la privant de la possibilité de l'exercer. Elle tenta une ultime défense désespérée, accusant la maison de Guillaume d'orchestrer une véritable chasse aux sorcières contre elle. Charles la coupa net avec 5 mots fatals. Ce n'est pas William qui a fait la recommandation, c'est moi. Cet aveu révéla la dernière illusion. L'homme qui avait combattu le monde entier pour la couronner était désormais le seul à pouvoir la lui ravir. Camilla se leva, déposa la broche royale sur le bureau en acajou et quitta le cabinet de travail sans se retourner. Tandis que ses pas s'éloignaient dans le couloir, Charles appuya sur une sonnette privée. Son secrétaire constitutionnel entra. Le roi autorisa la déclaration irrévocable. L'exécution d'un membre de la famille royale ne se fait pas par la guillotine, mais par l'efficacité impitoyable et bureaucratique de l'appareil palatial. Quelques heures seulement après la signature de la déclaration, l'effacement physique de la reine Camilla a commencé. Le premier signe de sa nouvelle réalité ne fut pas un titre à sensation au journal télévisé du soir, mais un agenda complètement vide. Les dossiers de synthèse cessèrent brusquement d'arriver. Les membres les plus influents
qui géraient son empire furent discrètement mutés dans d'autres services. En milieu d'après-midi, un conseiller principal entra dans son bureau privé portant des cartons d'archives préassemblés. L'ordre du roi était formel. Le bureau d'où elle exerçait son influence royale devait être entièrement vidé avant le coucher du soleil. Camilla se tenait au centre de la pièce et refusait de toucher à la moindre boîte. Emballer son propre héritage lui semblait une soumission au jugement de Charles, et elle refusait de lui accorder cette ultime victoire. Elle observa en silence tandis que les assistants vidaient la pièce. Son équipe de communication officielle fut dissoute avec l'ordre de faire transiter toutes ses futures déclarations publiques par le bureau central du roi. Sa voix, qui jadis faisait la une des journaux du monde entier, devait désormais obtenir une autorisation écrite pour exister. Quand un aide de camp s'empara d'une photographie privée encadrée de Charles, Camilla réagit enfin. Elle traversa la pièce, arracha la photo des mains de l'aide et la serra farouchement contre sa poitrine. L'Empire avait disparu, mais l'homme sur la photo était toujours son mari. Parallèlement, les répercussions se faisaient sentir sur la jeune génération. Catherine, assise dans son appartement, contemplait le calendrier royal remanié. Des dizaines d'œuvres caritatives et d'événements nationaux de grande envergure venaient d'être transférés à son nom. Elle ressentait une angoisse profonde et lancinante. À chaque fois qu'elle sortirait pour remplir l'une de ses nouvelles fonctions, la presse internationale la dépeindrait comme l'opportuniste sans scrupules qui avait dansé sur la tombe de Camilla. William convoqua aussitôt ses principaux conseillers et leur donna un ordre draconien. Aucune célébration, aucune déclaration officieuse à la presse, aucune démonstration de victoire. Le futur roi comprenait parfaitement les enjeux. L'ascension de Catherine ne pouvait pas reposer sur le sang de sa belle-mère. Le silence était leur seule défense absolue. Alors que le soleil se couchait sur Londres, le palais se métamorphosait. Charles passa devant le bureau à moitié rangé de Camilla. Il aperçut l'ombre de ses pieds sous l'entrebâillement de la porte. Il hésita. Pendant une seconde interminable, sa main resta suspendue au-dessus de la poignée en laiton. Il ne la tourna pas. Au lieu de cela, il fit parvenir un billet manuscrit à ses appartements lui demandant de le rencontrer sans chaperon dans le salon privé du jardin à l'aube. Lorsque le soleil se leva sur le domaine du palais, il n'y avait ni gardes royaux, ni secrétaire constitutionnel, ni documents officiels. Charles arriva le premier. Camilla entra tenant la photographie qu'elle avait sauvée des cartons. Pour la première fois en 48 heures, les titres s'évanouirent. Ils n'étaient plus le souverain et l'épouse consort. Ils n'étaient plus qu'un couple âgé debout, au milieu des ruines de l'Empire qu'ils avaient incendié ensemble. Charles avait sollicité cette rencontre car la déclaration légale lui avait assuré la couronne, mais elle avait irrémédiablement détruit son mariage. Il avait besoin de savoir si la femme assise en face de lui avait encore sa place à ses côtés, même dans l'obscurité. Camilla déposa la photographie sur la petite table entre eux. Elle le regarda droit dans les yeux et posa la seule question qui comptait. L'avait-il dépouillée de son pouvoir parce qu'elle avait mis l'institution dans l'embarras ou parce qu'il ne croyait plus en elle? Charles répondit avec une vulnérabilité absolue. Il lui dit qu'il l'aimait profondément, mais que l'amour ne pouvait jamais excuser des actes qui menaçaient ouvertement l'unité de la famille et la stabilité de la succession. La survie de la monarchie britannique repose entièrement sur une lignée de commandements ininterrompus et unifiés. Catherine incarnait l'avenir et le refus de Camilla d'accepter cette réalité constituait une menace pour le trône lui-même. Camilla écouta la vérité froide et indéniable. La colère finit par s'estomper, laissant place à une lucidité profonde teintée d'épuisement. Elle confessa que sa rébellion n'était pas née de la malice, mais d'une terreur pure et absolue. Pendant des décennies, elle avait enduré d'être traitée de briseuse de ménage, de criminelle, d'impostrice. Elle avait lutté contre la haine pour enfin atteindre la sécurité du trône, et l'ascension fulgurante de Catherine lui donnait l'impression que tout son parcours douloureux était effacé. Dans ce paisible salon de jardin, Camilla fit l'ultime sacrifice. Elle accepta de se retirer définitivement du champ de bataille politique. Elle renonça à toute contestation envers Catherine. Elle ne demanda ni excuse publique, ni volte-face secrète, ni possibilité de revenir au pouvoir. Charles accepta sa reddition avec la même dignité. Il lui garantit qu'elle resterait son épouse légitime, qu'elle conserverait ses résidences privées,
hautement sécurisée et sa dignité. Mais la couronne d'influence qu'elle avait jadis portée avait disparu à jamais. Ils ne sourirent pas. Ils ne s'embrassèrent pas. Mais aucun des deux ne partit. Quelques heures plus tard, les présentateurs des journaux télévisés interrompirent les programmes prévus dans tout le Royaume-Uni. L'annonce a secoué le public britannique comme une onde de choc. Dans les gares, les pubs et les foyers, les écrans diffusaient la nouvelle. La reine consort renonçait à toutes ses fonctions royales. Le pays s'est immédiatement divisé. Les traditionalistes royaux ont salué la discipline rigoureuse du roi, arguant qu'il avait enfin fait passer l'institution avant ses désirs personnels. Les critiques et les commentateurs ont débattu de la cruauté d'un homme sacrifiant. L'épouse qu'il avait défendue toute sa vie pour satisfaire la soif de notoriété du public pour William et Kate. Devant Buckingham Palace, une pluie battante et inhabituelle s'abattait sur une foule de plusieurs centaines de personnes rassemblées dans un silence complet. Une femme déposa discrètement un petit bouquet de fleurs contre les grilles en fer. Un autre passant murmura à l'adresse d'une équipe de télévision en direct « Aucune couronne au monde ne vaut la peine de perdre sa famille ». Le verdict final et définitif sur cette crise sans précédent n'est pas venu d'un communiqué de presse. Il est intervenu quelques jours plus tard, lorsque la famille royale a effectué sa première grande cérémonie officielle sous le nouvel ordre mondial. Les lourdes portes de la cathédrale s'ouvrirent. Le roi Charles sortit le premier portant tout le poids de la souveraineté. Il marchait seul. Le vide immense à ses côtés était plus criard que n'importe quel titre de tabloïd. Derrière lui, William et Catherine s'avançaient comblant avec aisance le vide béant laissé au cœur de la monarchie. La princesse Anne les suivait stoïque et inflexible, garante d'une discipline impitoyable, qui venait de coûter à son frère son bonheur. À des kilomètres de là, en sécurité, dans son appartement privé, Camilla suivait la retransmission en direct sur un écran de télévision. Elle ne portait aucun insigne officiel, ni aucun bijou imposant. Elle observait Catherine se tenir exactement à la même place qu'elle occupait autrefois, et elle ne s'est pas effondrée. Sa vie avec Charles continuerait à l'abri des regards comme un mariage, mais il ne s'agirait plus jamais d'un règne partagé. Lorsque Charles revint au palais ce soir-là, aucun conseiller ne fut autorisé à entrer. Il pénétra dans le salon privé où Camilla l'attendait dans la pénombre silencieuse. Il s'assit lourdement à côté d'elle sur le canapé, et elle prit doucement sa main. Ils avaient survécu à l'épreuve ultime de la couronne, non pas en la combattant mais en se soumettant à son implacable logique. Le roi avait conservé son trône et Camilla avait préservé sa dignité, mais la monarchie britannique était à jamais, irrévocablement transformée par le choix ultime qui séparait l'amour du pouvoir absolu. Face au silence dévastateur qui suit la période la plus sombre du palais, une question fondamentale se pose: ambition, loyauté et prix de la survie. Le roi Charles a-t-il commis l'ultime trahison envers la femme qu'il aimait, ou a-t-il accompli le devoir impitoyable d'un monarque protégeant sa lignée? À qui éprouvez-vous la plus grande sympathie dans cette histoire royale? Au roi qui a choisi la couronne à l'épouse, qui s'est battu pour survivre, ou à la jeune génération contrainte d'hériter des ruines? Exprimez-vous sans détour dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous qui a réellement gagné cette guerre et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de cette analyse approfondie de la brutale réalité cachée derrière les apparences royales.